Voici une jeune femme dans sa cuisine. C'est une des trop rares cousines de Peggy. Elle vient de se marier et elle cuisine un gigot d'agneau pour le repas du soir. Lorsque son mari rentre, il la voit en train de couper l'os du gigot. Et il lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu coupes l'os du gigot, chérie ?»« Parce que c'est la recette familiale, dit-elle. Ma mère faisait comme ça. » Intrigué, il téléphone à sa belle-mère et lui pose la question « Pourquoi faut-il couper l'os du gigot ?» Et la belle-mère répond « Parce que c'est la recette familiale. Ma mère faisait comme ça. » De plus en plus intrigué, il téléphone à la mère de sa belle-mère et lui pose la question « Pourquoi faut-il couper l'os du gigot ?» Et la très vieille dame répond « Parce que mon four est trop petit. » Alors, comme le thème de ce TED est le désapprentissage, je me suis demandé « Mais que devons-nous désapprendre ?» Qu'est-ce que notre four trop petit, sinon notre mental coincé dans ses habitudes et ses manières de voir? Si je vous montre un exemple, que je vous demande quelle est la ligne qui suit logiquement cette suite de chiffres, et que vous commencez à chercher, j'imagine que vous appliquez une logique mathématique ou une logique géométrique. Bref, nous allons rentrer dans un raisonnement compliqué, alors qu'en réalité, il suffit de regarder et de voir ce qui est là devant nous et de le lire tout haut. Ainsi, si je lis la première ligne tout haut, j'ai la deuxième, 1, 1. Je lis la deuxième, j'ai la troisième, 2, 1. Ainsi de suite, 1, 2, 1, 1. Je lis la dernière et j'ai la suivante, 3, 1, 2, 2, 1, 1. Ça s'appelle un regard frais. Mais bien entendu, ce qui nous empêche de voir, c'est notre pensée déjà toute formatée. Notre cerveau est comme un building encombré de mobilier archaïque. Donc ce que nous regardons est sans doute moins important que la manière dont nous le regardons. En d'autres termes, il faut se poser la question des lunettes mentales que nous portons et de la conscience que nous en avons. Sommes-nous conscients que ce que nous appelons la réalité n'est pas le réel, mais le réel à l'intérieur des limites de notre perception ou de notre vision du monde? Et est-il possible de rafraîchir et d'élargir notre vision du monde? Alors si j'aborde cette question avec vous aujourd'hui, c'est parce que ça me touche depuis que je suis enfant et que j'en ai fait mon métier. D'abord, quand j'étais enfant, je dessinais tout le temps, donc je créais mon monde. Et j'ai vécu dans ma chair ce que dit Gaston Bachelard: l'imagination éveille de la vie nouvelle, elle ouvre des yeux qui ont des types nouveaux de vision. Vous savez comme moi, si vous créez, que vous dessinez, que vous cuisinez, ou simplement si vous rêvez, combien le fait d'imaginer des possibilités nouvelles change le regard que l'on a sur la réalité qui est sous nos yeux. Ensuite, j'étais dyslexique et je ne comprenais pas toujours la logique des autres. Je m'en suis rendu compte un jour en entendant une de mes profs dire de manière assez assertive « Il n'y a pas de fumée sans feu ». Et au même instant dans ma tête, j'entendais une voix dire « Ah bon, n'est-ce pas plutôt qu'il n'y a pas de feu sans fumée ?» La dyslexie met le monde à l'envers en permanence. Elle amène à croire que l'erreur, c'est l'oubli de la vérité contraire. D'où la nécessité de lire les choses à l'endroit et à l'envers. Je vous montre un exemple. Les philosophes disent « Ce que nous voyons est création de notre esprit, inévitable représentation ». En véritable dyslexique, je dirais « Ce que nous créons », ça ne bouge plus, « ce que nous créons est vision de notre esprit, véritable réalisation ». En d'autres termes, si le monde que nous avons créé, le monde, nous humains, si le monde que nous avons créé là dehors est là, et si c'est celui que nous avons vu, que pourrions-nous voir pour créer un autre monde? Enfin, quand j'étais petite, j'étais extrêmement oppressée par les raisonnements linéaires et déductifs où la prémisse de départ était identique à la conclusion. Une personne commençant sa phrase par un « je pense que ceci ou cela » et terminant après une argumentation pseudo-rationnelle et dite logique par dire exactement la même chose qu'au début, mais sous la forme d'une conclusion. Donc, je pense que ceci ou cela. Et je me sentais vraiment enfermée par ces discours monologaux et tautologiques qui étaient, à mes yeux, vraiment destinés à confirmer le connu plutôt qu'à explorer l'inconnu. À 15 ans, grâce à une de mes profs, j'ai découvert la pensée complexe d'Edgar Morin et ça m'a simplement sauvé la vie. En quoi? Parce que c'est une pensée en mouvement et où il y a de l'air. Elle parle des relations entre les gens, les choses, par exemple, l'homme crée la société qui crée l'homme. Une pensée à l'opposé de toutes les mises en boîte si habituelles en Occident, où les choses sont rangées dans leur catégorie héritées du passé et séparées du reste. Vous voyez ce que je veux dire. Et puis j'ai découvert chez Edgar Morin l'espoir et l'utopie. Une de ces pensées m'est entrée dans le cœur. Cette pensée, c'est celle-ci. L'utopie,
est à la fois ce qui fait changer la réalité et ce qui est incapable de la changer. Le réalisme est à la fois lucide et aveugle. Vous sentez comme c'est beau, vous sentez comme ce qu'il dit, c'est que, pour paraphraser Bergson, le possible est plus riche que le réel, que notre imagination peut transformer la réalité. Serait-il possible alors que l'utopie, ou le futur que l'on imagine, soit la cause du présent? J'ai commencé à travailler après avoir étudié le droit et le dessin. À 23 ans, je travaillais dans un excellent bureau de conseil à taille humaine qui accompagnait des entreprises en situation de crise et de grands changements. Et j'y ai découvert ce que vous savez tous, je pense, c'est que les organisations sont surtout en train de gérer le passé, voire de préserver le passé, plutôt que de créer le futur. Bref, que le passé est la cause du présent. Et comme je vous ai dit, j'étais obsédée par la question, est-il possible que le futur que l'on imagine, ou le désir du futur, soit la cause du présent? J'ai proposé à mon patron de mettre le monde à l'envers et de recréer notre métier sur cette base. 2 ans plus tard, mon patron quittait la boîte, et moi aussi. Et j'ai fondé avec mon ami Jean-Louis Baudouin une société de conseil en réflexion créative et innovation, dont le cœur est ce qu'on appelle Shifts in Minds for Shifts in Action. Bon, même si en Belgique on parle plutôt anglais en évitant les flamands français, vous comprenez ce que ça veut dire, hein, basculer les états d'esprit pour basculer les façons de faire. Sur cette route de montagne, un homme roule à toute vitesse dans une voiture décapotable. Il fait beau, il est content. Soudain déboule de l'autre côté du virage une autre voiture conduite par une femme. Elle freine à sa hauteur et lui crie « Porc !» Et lui, tout surpris et heurté, lui répond « Salope !» Et puis il démarre à toute vitesse et il fonce dans un port. Combien de gens ont essayé de nous prévenir de quelque chose que nous n'avions pas vu, pas anticipé, même pas imaginé? Mais peut-être que le message ne nous plaisait pas et que nous avons préféré éliminer le messager ou le traiter de menteur. Ainsi, bien des gens avaient prévu la crise de 2008 longtemps à l'avance, mais nous n'avons pas voulu les comprendre et puis nous avons été tout surpris, ce que montre un grand magazine économique anglais, enfin la couverture du grand magazine, le 27 septembre 2008, il y a exactement 6 ans. Dans le même ordre d'idées, un chercheur français a mis en évidence les erreurs monumentales dans les prises de décision. Et un des exemples dont il parle est le 11 septembre 2001. Il est prouvé que les renseignements allemands avaient depuis longtemps et de façon détaillée informé la FBI et la CIA de la préparation des attentats. Les responsables politiques américains avaient donc toute l'information nécessaire pour éviter cette catastrophe. La question est, pourquoi n'ont-ils rien fait? Eh bien, figurez-vous que la réponse est par manque d'imagination. Les responsables politiques américains n'ont pas cru les informations qu'ils ont reçues. Plus exactement, étant donné leur vision du monde, ils n'ont pas pu imaginer que des terroristes allaient oser attaquer la plus grande puissance du monde. Donc vous voyez, décider, c'est aussi imaginer. C'est être capable d'imaginer le non-impossible, de dépasser les certitudes que l'on se crée. Et c'est crucial parce que des décisions sont prises tous les jours par des responsables politiques, des responsables institutionnels, des managers et par nous. Des décisions qui créent le futur et qui dépendent de notre vision plus ou moins ouverte. Un jour de 1924, Niels Bohr et Werner Heisenberg, 2 grands physiciens, sont en conversation dans le château de Kronberg au Danemark, le château où la légende veut qu'ait vécu Hamlet. Niels Bohr dit à son ami: « N'est-ce pas étrange à quel point ce château change aussitôt qu'on imagine qu'Hamlet a vécu ici ?» En tant que scientifiques, nous croyons qu'un château est fait uniquement de pierre. Et nous admirons la manière dont l'architecte a conçu l'ensemble. Et rien de tout cela ne devrait être changé par le fait qu'Hamlet a vécu ici, et néanmoins, cela change tout. Soudain, les remparts et les murs parlent un autre langage. La cour devient un autre monde. Un coin sombre reflète l'âme humaine, et nous entendons Hamlet dire « To be or not ?» To be, that's the question. Bien entendu, dans cette histoire, vous sentez combien c'est la puissance de l'imagination qui change la réalité. Mais dans nos vies, c'est exactement pareil. Nos perceptions ou notre vision changent ce que nous vivons. Notre regard crée notre réalité, plus exactement notre expérience de la réalité et le sens que nous lui donnons. C'est le théâtre de notre esprit.
Et ça se voit assez particulièrement fort, je trouve, dans le domaine des cartes, des cartographies. Si je vous montre une carte ici, qui est un cliché, bien sûr, le monde vu par l'Amérique, et sans rentrer dans le détail, l'Amérique est au centre, Europe est toute petite, et on a les commises à droite, et puis on a les dragons, enfin voilà. La réponse, le monde vu par les Européens, Paris au centre, les pizzas au sud, les cheap vacations, les kangourous, les sales cosaques au nord, et puis les sales capitalistes à gauche, et les sales capitalistes corrompus en Amérique du Sud. Alors, bien sûr, dans ces deux cas, il est facile de se rendre compte que ces cartes sont des clichés qui sont le reflet d'une certaine manière de penser figée dans le temps. Mais en réalité, toutes nos cartes géographiques sont des représentations abstraites qui en disent plus long sur nos paysages mentaux que sur la réalité qu'elles sont censées représenter. Quand on dit « la carte n'est pas le territoire », tout le monde le comprend, certes, mais en profondeur, quelle attention portons-nous à ce théâtre de notre esprit, à ces mondes imaginaires que nous nous créons, au travers desquels nous interprétons le monde et qui guident nos décisions, nos actions et nos vies. Prenez par exemple Einstein qui dit « il y a deux manières de vivre sa vie. L'une comme si rien n'était un miracle, l'autre comme si tout était un miracle. » N'est-ce pas là une perception qui change tout? A contrario, il y a un exemple assez intéressant, si vous vous souvenez, dans le film Laurence d'Arabie, qui raconte comment, pendant la Première Guerre mondiale, l'officier britannique Lawrence conseille aux Arabes de se révolter contre les Turcs de l'Empire ottoman et de fonder la première nation arabe indépendante moderne. À un moment du film, un homme se perd dans le désert et Lawrence décide d'aller le chercher. Et le shérif Ali, joué par Omar Sharif, lui dit « Mais Lawrence, tu ne trouveras pas cet homme, c'est impossible, c'est écrit !» Et Laurence d'Arabie lui répond « Nothing is written, Ali, except here. » Nos visions du monde peuvent vraiment être les prisons de notre esprit. Et il y a une façon intéressante de les voir que le physicien Niels Bohr a développée. Il appelle nos perceptions des theories of the mind, donc des théories de l'esprit, pour bien indiquer que ce sont des hypothèses et que nous devrions les traiter comme telles. Ce sont des histoires que nous nous racontons. Pour ma part, c'est pour ça que j'aime bien les appeler des meaning-making stories, donc des histoires qui font sens. À mon avis, ce sont au travers de nos perceptions et de ces histoires qui font sens que nous nous racontons le passé, le présent et le futur. Qu'est-ce en effet qu'une vie, sinon une meaning-making story? Qu'est-ce qu'une religion, si ce n'est une meaning-making story? Qu'est-ce qu'un projet de société ou une utopie, si ce n'est une meaning-making story du futur? Qu'est-ce qu'une stratégie d'entreprise, si ce n'est une meaning-making story du futur pour cette communauté? Donc ma question est-il possible que nous essayons de créer le futur sur base de vieilles cartes, pour préciser, de mondes imaginaires, mais qui manquent d'imagination? Ainsi, l'imagination me semble au cœur du débat sur le désapprentissage. Quelles sont les représentations mentales que nous devons abandonner? Et quelle capacité d'imagination pourrions-nous développer pour apprendre à naviguer dans l'incertitude de ce monde qui émerge sous nos yeux? Alors vous savez qu'il existe une vieille vision mécaniste du cerveau qui postule que chaque hémisphère est spécialisé, par exemple raison à gauche, émotion à droite. Et récemment, ce n'est qu'un des décodages du cerveau, mais un chercheur a repositionné cette vision du cerveau divisé pour montrer qu'en réalité, les deux hémisphères sont actifs en même temps, en permanence, dans toutes les opérations mentales, mais de manière différente. En d'autres termes, ce n'est pas ce que fait chaque hémisphère qui est différent, mais comment il le fait. C'est-à-dire, chaque hémisphère porte son attention sur le monde de manière différente, avec certains buts et certaines prédispositions. Par exemple, à gauche, l'hémisphère gauche focalise étroit et hors contexte, tandis qu'à droite, il focalise large et avec le contexte. Donc si on prend un oiseau, un animal comme nous, il va à la fois focaliser étroit sur un ver de terre, pendant qu'il focalise aussi large pour essayer de ne pas se faire manger pendant qu'il mange. L'hémisphère gauche est très bon pour réduire pour diviser, pour réduire en partie, pendant que l'hémisphère droit lui va plutôt intégrer et connecter. L'hémisphère gauche est extrêmement bon pour reconnaître la certitude, il déteste le risque, il est plutôt à l'aise avec le connu et il va simplifier, tandis qu'évidemment l'hémisphère droit, lui, il va faire l'inverse, il a des affinités avec la nouveauté, la complexité et les possibilités. Et enfin, je vais assez vite là-dessus, mais je pense que c'est intéressant de voir que le gauche est extrêmement dans l'abstraction.
il va être plutôt factuel et quantitatif, tandis que le cerveau droit va tenter d'incarner dans la réalité, de chercher le sens et le qualitatif. Alors, ne fût-ce qu'en passant à travers ça, vous voyez à quel point notre vision du monde et le monde que nous avons créé en Occident est largement dominé par l'hémisphère gauche. C'est quasiment une description du paradigme newtonien. Les conséquences, si je vais vous en montrer quelques-unes, c'est que par exemple, nous sommes devant un monde que nous voyons comme fragmenté et nous avons beaucoup de difficultés à connecter les pièces et à voir le tout. Nous croyons régler un problème, mais nous réfléchissons tellement à court terme que nous ne voyons pas que nous allons en créer un pour les autres. Nous sommes devant un contexte énorme, mais nous focalisons tellement petit, en général sur nous-mêmes d'ailleurs, que nous ne voyons absolument pas comment tenir compte de l'ensemble. Nous sommes dans un bac à sable, sur une plage, que nous ne voyons pas, et encore moins le reste. Et quand on nous présente une idée nouvelle, ça met un peu de temps. Alors prenons deux hommes, dont les cartes du monde sont largement différentes. Le premier, je vais l'appeler Monsieur Reconnu, est un homme éduqué dans une grande université, plutôt française, qui voit le monde, ou veut le voir, comme un jeu d'échecs. Le second, que je vais appeler Monsieur Inconnu, voit le monde comme un tissu de forces et de problèmes complexes et interconnectés. Monsieur Reconnu vit dans un monde vertical, pyramidal, en silo, plutôt axé sur l'écosystème et le profit. Monsieur Inconnu sent l'émergence d'un monde plus latéral, plus fluide, plus collaboratif, plus distribué, plus conscient de l'écosystème. Monsieur Reconnu regarde son entreprise comme un orchestre symphonique. Monsieur Inconnu aime penser à son équipe comme un orchestre de jazz. Les stratégies qu'ils vont développer sont différentes. Monsieur Reconnu va plutôt entrer en compétition contre ses adversaires, pendant que Monsieur Inconnu va tenter de créer un réseau pour faire émerger plus que la somme des parties. Monsieur Reconnu fait des plans de bataille abstraits basés sur l'extrapolation linéaire de données, pendant que Monsieur Inconnu sait qu'il faut apprendre à danser le tango avec la réalité et à naviguer dans l'incertitude, si possible, avec plaisir. Monsieur Reconnu réaménage le mobilier dans la même pièce, il restructure, il réorganise, il réingénie. En réalité, il ne change pas vraiment grand-chose. Monsieur Inconnu va déployer audace et imagination pour réinventer le tout et les parties, et les connexions. Alors bien entendu, c'est assez clair que les cartes du monde de Monsieur Reconnu ne l'aident pas à naviguer dans ce monde. Elles l'aident à reconnaître le connu, à créer l'illusion du contrôle et à répéter des réponses standards. Alors, puisque le thème de ce TED est le désapprentissage, je dirais que Krishnamurti avait tout compris quand il a écrit en 1970 « Se libérer du connu ». Nous avons clairement besoin d'autre chose. En conclusion, je poserai une hypothèse que je voudrais partager avec vous. Est-il possible que le monde que nous avons créé là, dehors, soit le reflet d'un certain type de réflexion et d'un certain théâtre de notre esprit? Est-il possible que la plus grande crise actuelle ne soit ni économique, ni financière, mais que ce soit une crise intellectuelle, une crise de la conscience et de la réflexion, liée à la manière dont, individuellement et collectivement, nous sommes capables de voir et de penser? Est-ce que nous avons besoin de basculer fondamentalement la manière dont nous interprétons le monde et la place que nous y occupons? Je prendrai rapidement un exemple. Bon, shifts happen, donc le déclin de la situation actuelle, en fait, le déclin d'un monde pendant qu'un nouveau monde émerge sous nos yeux. Soit nous sommes guidés par le passé, peut-être par la peur de perdre, et nous nous contentons de réaménager le mobilier dans la même pièce. Soit, comme on peut l'imaginer chez TED, nous sommes guidés par le futur qui est déjà là, nous sommes en phase avec ce monde qui émerge, et nous tentons d'y contribuer avec notre intelligence, notre courage, notre enthousiasme et de l'imagination qui éveille de la vie nouvelle. Serait-il possible alors que l'utopie ou le futur que l'on imagine soit la cause du présent? Un proverbe d'un collectif de femmes en Bolivie dit « Prends garde au présent que tu crées, car il doit ressembler au futur dont tu rêves. » Je nous souhaite de rêver à l'endroit et à l'envers. Rêver au-dessus et en dessous. Rêver pour ouvrir des yeux qui ont des types nouveaux de vision. Rêver pour voir la réalité de demain. Pour voir que ce qui est à l'endroit aujourd'hui, et qui a l'air à l'endroit, est peut-être à l'envers ou inversement. Rêver pour nous dépasser. Je vous remercie.